Bismillah. Les valises défilaient sur le tapis roulant devant Jody. Mais la sienne, cabossée et couverte d'autocollants en couleur de divers pays étrangers, ne sortait toujours pas de ses entrailles mystérieuses, que tout aéroport semblait abriter. Elle fit passer son lourd sac à main d'une épaule sur l'autre, soupira et frotta sa nuque. Sa migraine empirait de minute en minute. Soudain, elle se sentit vaciller et ferma les yeux. « Tout va bien ?» demanda une voix inquiète, tandis qu'une main l'attrapait fermement par le coude pour la retenir. « Oui, ce n'est rien. Un peu de repos, il n'y paraîtra plus, murmura-t-elle, pas très convaincue elle-même en se retournant. Elle se figea sur place. Devant elle se tenait l'homme qui était assis de l'autre côté de l'allée dans l'avion qui l'avait mené de Sydney à Brisbane. Elle l'avait surpris à de nombreuses reprises, en train de l'observer, et chaque fois qu'elle avait croisé son regard, elle avait eu l'impression qu'il fronçait les sourcils. Un instant, elle avait cru qu'il allait lui adresser la parole, et sans trop savoir pourquoi, elle s'était rapidement détournée, faisant semblant de dormir. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était de lier connaissance avec un homme brun et séduisant, alors qu'elle se sentait sale et exténuée. Mais elle avait été incapable de dormir, l'esprit encore imprégné de toutes les visions d'horreur des 6 derniers mois et particulièrement des terribles dernières semaines. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas réellement dormi qu'elle n'osait prendre le risque de baisser sa garde. Pas encore, bientôt, très bientôt, mais pas encore. Peut-être quand son frère serait là, quand il viendrait la chercher, il l'emmènerait vers la paix qu'il lui avait promise dans sa dernière lettre. Celle-ci était arrivée comme une bénédiction à la fin d'une journée particulièrement difficile, et Jody avait serré contre elle la précieuse missive. Les larmes s'étaient mêlées à la sueur sur son visage, ravagée. Elle avait soudain désespérément souhaité avoir une chance de mieux connaître son frère et sa femme bien-aimée, Anne, ainsi que leur petite fille, et surtout, fuir le flot incessant de malades et de mourants. Fuir. Décrivez-moi votre valise et allez vous asseoir pendant que je la récupère pour vous. Si la voix de Barrington n'avait pas paru aussi impatiente, ou plutôt aussi impérieuse, Jody aurait sans doute accepté avec joie. Mais elle avait le sentiment depuis des jours d'être entourée de personnes autoritaires prenant la direction de sa vie sans s'occuper de ses propres souhaits ou de respecter son indépendance, pourtant durement gagnée. « Non merci, dit-elle, faisant un effort méritoire pour être polie. Je peux m'en occuper. On a l'impression qu'un coup de vent pourrait vous emporter où vous êtes si pâle. J'ai dit que je pouvais m'en occuper. » Alors qu'elle se dégageait brusquement de la poigne de son interlocuteur, elle prit conscience du ton anormalement aigu de sa voix. Par chance, sa valise rouge fit son apparition à cet instant et elle s'avança pour la saisir. Mais une grande main bronzée la devança. « C'est la vôtre ?» Il y avait maintenant de l'amusement dans la voix de l'homme. « Seigneur, elle pèse une tonne. Ça aurait dû vous coûter une fortune en surtaxe. Qu'est-ce que vous transportez là-dedans? Donnez-la-moi, s'il vous plaît. » Sa voix aurait recouvré un timbre normal, mais elle possédait cette sécheresse qui avait fait réfléchir à 2 fois plus d'impatients récalcitrants sur le point de défier l'infirmière Banner. Pourtant, l'homme ne parut pas impressionné. « Non, je vais la porter jusqu'à ce que vous trouviez un chariot. Est-ce que quelqu'un vient vous chercher ?» Jody dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas se mettre à hurler. Elle détestait par-dessus tout ce type d'homme, macho, dominateur et sûr d'eux. Se mordant la lèvre, elle le fixa, effrayée soudain de perdre de peu de sang-froid qui lui restait encore et auquel elle se raccrochait depuis ce qui lui paraissait être une éternité. « Donnez-moi ma valise. » Surpris, il leva un sourcil. « Oui, on vient me chercher, marmonna-t-elle, les dents serrées. Et si vous ne lâchez pas immédiatement mon bagage, je vais déclencher le plus grand scandale que cet aéroport ait jamais connu. » L'expression de l'homme changea. La valise fut posée bruyamment sur le sol. « Ne vous imaginez pas que ce sont vos bonnes manières qui m'ont décidé à vous proposer mon aide, jeune demoiselle, et même si vous étiez la plus belle femme du monde, au lieu d'avoir le visage couvert de taches de rousseur, des cheveux rouges et un mauvais caractère, ça ne changerait rien. Je ne suis pas intéressé par les femmes en ce moment. » 2 yeux noirs la toisèrent. « Et il faudrait que je sois sérieusement en manque pour m'intéresser à une représentante de la gente féminine aussi maladive et anorexique de votre genre, » continuait-il. « Il se trouve que l'hôtesse dans l'avion m'avait demandé de garder un œil sur vous. Apparemment, vous teniez à peine sur vos jambes en embarquant à Sydney.
Mais si vous êtes sûr que vous n'allez pas vous sentir mal et tourner de l'œil, je m'en vais. Il la fixa un moment d'un air arrogant, puis s'éloigna en hâte. Des taches de rousseur, des cheveux rouges, anorexiques, Jody frissonna. Au moins, il n'avait pas dit hystérique. Puis les remords l'envahirent. Après tout, il avait seulement voulu l'été. Elle n'avait aucune raison d'être aussi mal élevée. De longs frissons la parcouraient. Maintenant, comme à Mascot, l'aéroport international de Sydney où elle avait dû courir pour attraper la correspondance pour Brisbane. Mais elle les ignora et regarda autour d'elle avant de jeter un coup d'œil à sa montre. Son frère aurait dû être là. Les services postaux étant aléatoires dans la brousse, elle avait essayé plusieurs fois de lui téléphoner quand elle avait rejoint une région plus civilisée. En vain. Mais le télégramme qu'elle avait envoyé de Nairobi était sans doute parvenu à destination. Peut-être Jimmy ne souhaitait-il pas sa présence. Après tout, malgré sa lettre si chaleureuse dans laquelle il disait combien il était heureux qu'elle ait écrit et l'invitait à le rendre visite à son retour d'Afrique, elle repoussa cette idée, consciente que ses tremblements s'intensifiaient. Comment irait-elle jusqu'à Toowoomba si personne ne venait la chercher? Et la ferme était encore plus loin à l'ouest, ce qui représentait en tout près de 2 heures de route, lui avait-il expliqué. Ce bel étranger avait dit vrai. Elle était presque à bout de force, elle hésita un moment, puis, se traitant d'idiote, se dirigea vers une cabine téléphonique en traînant sa valise. Les doigts crispés sur l'écouteur, elle écoutait le téléphone sonner en vain dans la maison de son frère. « Désolé, madame, le bus de l'aéroport vient juste de partir. Vous allez devoir attendre le prochain, » lui expliqua d'un air indifférent l'employé du bureau des renseignements quelques instants plus tard. Elle s'écroula sur le siège le plus proche et ouvrait son sac pour vérifier si elle avait assez d'argent pour le taxi, quand elle remarqua soudain des jambes dans un pantalon noir planté devant elle. « Oh, Jimmy !» commença-t-elle heureuse en relevant la tête, avant de s'arrêter net à la vue du visage renfrogné au-dessus d'elle. « Alors on dirait que votre petit ami vous a laissé tomber. Heureusement que je suis revenu. Allez-vous accepter mon aide maintenant ? Je suis garé en double fil, alors décidez-vous vite. » Comme Jody le fixait sans répondre, il haussa les épaules et se détourna. Elle bondit alors sur ses pieds, mais un vertige la saisit. « Attendez » cria-t-elle d'une voix tremblante. « Allez-vous en ville ?»« Je peux y aller. Alors j'accepte, merci. » Il parut se radoucir. Se penchant, il prit la valise et, sans un mot, se dirigea vers les grandes portes vitrées. Était-elle inconsciente se demanda Jody. Anxieuse, en s'élançant à sa poursuite, elle avait accepté de monter dans la voiture d'un étranger alors que toutes les mères du monde suppliaient leurs filles de ne jamais faire ça. Mais le danger paraissait bien négligeable en comparaison de la peur incessante qu'il avait habité durant ces dernières semaines. Quand elle le rejoignit, il avait déjà mis son bagage dans le coffre de la voiture, et pas n'importe laquelle. Jody reconnut le sigle sur le capot, une magnifique Mercedes blanche, rien que ça, et aussi récente que la noire de son père, qui pouvait bien être cet homme. Tandis que Jody hésitait, un violent coup de klaxon retentit et l'inconnu se précipita vers elle. « Montez !» ordonna-t-il sèchement en ouvrant la portière. Le chauffeur de taxi actionna de nouveau rageusement son avertisseur. Jody se sentit poussée sur le siège du passager et avant même qu'elle ait retrouvé ses esprits, la voiture démarrait en trombe. « Nous pouvons peut-être échanger nos noms maintenant, » dit l'homme d'un ton toujours aussi sec. « Jody Banner, Scott Campbell. Voulez-vous que je vous laisse en ville ?»« Je ne voudrais pas vous obliger à faire un détour, » dit-elle hésitante. « Où allez-vous ?»« En fait, je vais sortir de cette ville aussi vite que possible, » répondit-il avec un bref sourire qui le transforma. Après Sydney, ce sera merveilleux de se retrouver dans le bush, loin de la pollution, des feux de circulation et de tous ces gens qui courent partout. Je me rends à l'ouest de Toowoomba, mais je peux. Toowoomba, c'est là que je vais. Dans ce cas, pas de problème. Nous tournons ici, je préfère autant prendre les périphériques que traverser la ville, surtout avec cette pluie. Pendant un instant de panique, Jody eut l'impression de perdre de nouveau le contrôle de sa vie. Mais je suis pas sûr. Bon sang, s'exclama-t-il avec exaspération. Je suis quelqu'un de très respectable. J'ai une mère qui m'adore, ni frère ni sœur malheureusement, mais une kyrielle de cousins. Une tante persuadée que je suis parfait et un prêtre qui pourrait jurer que je vais à l'église aussi souvent que mes fonctions me le permettent. Enfin, je suis médecin. Alors voulez-vous que je vous laisse en ville ou venez-vous avec moi jusqu'à Toowoomba ? Un médecin effarant.
tout comme sa vie ces dernières semaines, monter dans la voiture d'un inconnu et découvrir qu'il était médecin, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était oublier qu'il existait une profession médicale et des patients, la maladie, la mort. Serrant ses mains pour les empêcher de trembler, elle se redressa du temps pour recouvrer un peu de sang-froid, pour ignorer les élancements dans sa tête. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, dit-elle faiblement, j'ai été malade et je souffre encore du décalage horaire. Je vais à tout en bas avec vous. » Elle fut consciente du regard qu'il lui lança, mais garda les yeux obstinément fixés sur le pare-brise devant elle. Si vous avez été malade, vous avez peut-être envie de vous reposer un moment au lieu de parler. Puis elle crut l'entendre marmonner. J'aimerais bien savoir ce qui se passe vraiment. Elle aurait dû s'inquiéter, mais elle ferma les yeux et se laissa aller contre l'appui-tête, envahie par un intense soulagement. Elle était de retour en Australie, et sans mal. Elle n'était pas obligée de lui dire qu'elle était infirmière. Elle n'était pas obligée de dire quoi que ce soit. Plus de corps noir et décharné, plus d'yeux implorants qui la fixaient. Plus de sentiment d'impuissance devant un incroyable dénuement. Plus de culpabilité d'être blanche, bien nourrie et habillée. Plus besoin de travailler sans cesse pour essayer d'endiguer la marée sans fin de malades et de morts. Plus. Ses lèvres se pincèrent tandis qu'elle essayait de repousser toutes ses pensées. Bientôt, très bientôt, elle serait vraiment à la maison et peut-être recouvrait-elle le sommeil, un sommeil profond, sans rêve. Ce furent un crissement de pneus, une exclamation de Scott Campbell qui la réveillèrent brutalement. Son corps fut projeté en avant, puis arrêté par la ceinture de sécurité. Pendant un moment, elle resta hébétée, puis comprit que la voiture devant eux avait heurté le camion qui la précédait. « Je vais aller voir s'ils ont besoin d'aide, » dit Scott en saisissant un sac sur le siège arrière. « Inutile que nous soyons trempés tous les deux. Restez là le temps que je vérifie si quelqu'un est gravement blessé. » Ce qui risquait d'être le cas étant donné la façon dont la voiture s'était encastrée sous le camion. Jody savait qu'elle aurait dû l'accompagner, elle était infirmière, bon sang, mais elle resta pétrifiée sur son siège, incapable de bouger, regardant le médecin s'éloigner. Elle le vit essayer d'ouvrir la portière du conducteur, en vain, puis faire le tour pour rejoindre l'autre côté du véhicule. Plusieurs autres voitures s'étaient arrêtées et des gens approchaient. Il y avait plein de monde pour l'aider maintenant et Jody, bien que tenaillée par sa conscience parce qu'elle possédait une expérience médicale, spécialement en blessures traumatiques, se détendit un peu. Soudain Scott lui fit signe de venir. Elle ne bougea pas, elle ne pouvait pas bouger. Elle le vit dire quelque chose à un homme près de lui qui commença à courir vers elle. Le temps qu'il atteignit la voiture, elle avait réussi à ouvrir la portière et à sortir, les jambes tremblantes. Le doc a dit qu'il avait un téléphone mobile, expliqua l'homme, essoufflé. Et il demande que vous alliez le rejoindre. Il y a un enfant, je vais téléphoner. Elle n'avait plus le choix. Prenant une profonde inspiration, elle avança. En se rapprochant de la voiture accidentée, elle entendit les cris terrifiés d'une fillette. Elle s'arrêta et essaya de réveiller cet instinct de survie qui avait été sa seule force. Au cours des dernières semaines, elle l'avait aidé à tenir le coup. À cet instant, Scott sortit de l'arrière du véhicule et lui mit l'enfant dans les bras. « Emmenez-la dans ma voiture, ordonna-t-il. Elle a eu peur, mais elle n'a qu'une petite coupure. Il y a une trousse de secours dans la boîte à gants que vous pouvez utiliser pour la soigner. Vous allez y arriver ?» ajouta-t-il, la scrutant. « Ça ira, répondit-elle sans le regarder. Elle perçut son hésitation, mais serrant l'enfant contre elle, rejoignit tant bien que mal leur voiture. À toute force, elle essayait de chasser de ses pensées la vision du corps qu'elle avait entrevu, affalée contre le tableau de bord et le sang. Repoussant cette idée avec désespoir, elle installa la petite fille sur le siège et s'apprêtait à prendre la trousse de secours quand elle remarqua le sang sur ses propres vêtements. « Oh non !» gémit-elle, « pas encore !» Puis ses mains, commues par une volonté propre, examinèrent l'enfant. Elle pleura presque de soulagement en constatant qu'elle n'avait rien, à part quelques bleus. Là où la ceinture de sécurité l'avait retenue et une coupure sur une des petites jambes potelées. Tandis qu'elle nettoyait les traces de sang sur le visage de la fillette et s'occupait de sa coupure, elle eut l'impression d'avoir été mise sous pilote automatique. « Là, ce n'est rien, ma chérie. Je vais mettre un pansement qui arrêtera le sang. Tout va bien. » Les plaies nettoyées, elle berça l'enfant contre elle et ses pleurs s'apaisèrent lentement. Des sirènes retentirent, alors annonçant l'arrivée de l'ambulance et de la police. Jody vit Scott courir vers le véhicule puis ferma les yeux, mais elle pouvait imaginer le scénario. Sans doute avait-il arrêté une hémorragie externe. Même s'il n'y avait pas de graves blessures internes, le conducteur serait en état de choc. Il faudrait lui faire une transfusion. Au moins, dans ce pays, y avait-il les ressources de base.
pas comme dans cet autre petit hôpital tellement de sang et si peu que l'on puisse faire. À cet instant, la petite fille sursauta dans ses bras et se mit à gémir. Jody se rendit compte qu'elle serrait trop fort le petit corps. Elle changea l'enfant de position et l'enveloppa dans son pullover. Scott Campbell attendit que le brancard fût monté dans l'ambulance, puis, après avoir échangé quelques mots avec un homme en uniforme, il se dirigea vers elle. Il portait sa veste à la main et paraissait encore plus grand, seulement vêtu de sa chemise, les manches roulées sur ses bras, encore plus musclé, encore plus large d'épaules et particulièrement efficace et maître de la situation. Il se glissa sur le siège du conducteur. « Bravo, petite !» Pendant un instant, Jody crut qu'il parlait à l'enfant, puis elle croisa son regard et comprit qu'il s'adressait à elle. « Je suis heureux que vous ne soyez pas de ces femmes qui s'évanouissent à la vue du sang. » Jody le fixa sans rien dire, puis elle ouvrit la bouche pour répondre, mais l'enfant se mit à crier et il se pencha pour la prendre. En vain, elle s'accrocha désespérément à elle. « J'avais l'intention de la mettre dans l'ambulance avec sa mère, » dit le médecin après une hésitation. « Mais je pense que le mieux est que nous les suivions jusqu'à l'hôpital. Les infirmiers ont assez à faire pour l'instant. Je reviens tout de suite. » Il sortit et elle l'entendit ouvrir le coffre de la voiture. Il revint, se frottant les cheveux avec une serviette, et lui lança un grand gilet. « Enveloppez-la dedans. Les jeunes enfants récupèrent vite, mais elle est encore en état de choc. » Est-ce que sa mère est gravement blessée? Elle n'avait pas vraiment envie de connaître la réponse, mais savait qu'elle devait poser la question. Il lui lança un rapide coup d'œil tout en mettant le contact. « Vous vous sentez bien? Vous êtes encore plus pâle que tout à l'heure, si c'est possible. » Jody fit un effort pour se ressaisir et hocha la tête. « Pour autant que je sache, reprit-il, la maman de cette fillette devrait aller bien. Elle avait sa ceinture de sécurité, ce qui lui a évité de s'encastrer dans le pare-brise. Heureusement, c'est une zone de vitesse limitée et elle n'allait pas vite. Elle s'en tire avec une jambe cassée et quelques bleus et coupures au visage. Elle sera heureuse de retrouver son enfant quand elle reprendra conscience. Dieu merci, elle avait eu la sagesse de bien l'attacher dans son siège.